Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Musa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir. Bonsoir, bienvenue dans cet avant-dernier numéro de Jeune Mansa. Eh oui, les taux se resserrent sur nos 6 demi-finalistes. Comme annoncé la semaine dernière, ils feront face aujourd'hui à une épreuve décisive. Le duel de la mort. Eric, je te laisse expliquer le principe. Bonsoir à tous, merci de regarder Live TV la télé, sans filtre et Jeune Mansa, saison 3, 4e épreuve, l'épreuve de la résilience, l'ultime épreuve, avant la grande finale de la saison 3 de Jeune Mansa. Eh bien, cette ultime épreuve s'intitule le duel à mort. Eh bien, les candidats que vous voyez là vont devoir s'affronter en duel face au jury et à un business angel qu'ils devront convaincre d'investir dans leur projet. Ils vont devoir faire un tirage au sort pour choisir leur numéro de duel. Duel 3. Duel 3. Duel 1. Duel 1. Et bien évidemment, duel 2. Après le partage des duels, les différents duos sont formés. Nos candidats connaissent à présent leurs adversaires du jour. Ils disposeront de 3 minutes chacun pour convaincre le business angel. Ça y est, nous sommes sur ce que nous pouvons appeler le tatami du duel à mort. Nous allons accueillir notre business angel, M. René Megela, de Côte d'Ivoire Invest Business Angel Network, qui va s'installer sur le tatami pour recevoir les autres membres du jury et les candidats qui vont venir en duel devant eux. À présent, accueillons les membres du jury. Laetitiane Chau Traoré. Accueillons à présent Naboufal. Accueillons à présent le président du jury, M. Charles Kié. Le premier duel, on va le regarder à présent, avec Aïcha et Pierre. Aïcha va-t-elle trembler face à Pierre? Vous avez 3 minutes. Madame. Je suis Aïcha Diaby, gérante de Sakina, une entreprise qui est spécialisée dans la transformation de la mangue
en purée et en jus. Nous avons débuté nos activités depuis 2016 par la vente et la transformation est intervenue un an plus tard en 2017. Nous avons, dans notre dernier exercice comptable, pu réaliser un chiffre d'affaires de 15 millions. Le marché que nous visons, c'est le marché de la classe moyenne. Une classe moyenne, mais principalement des travailleurs du secteur informel qui sont plus prompts à la dépense au quotidien. Nous avons essayé d'analyser leurs habitudes comportementales. Et au niveau de la purée, nous avons, avec des collègues comme nous, identifié un besoin parce qu'on s'est rendu compte que leur faisait la transformation de bout en bout, ce qui jouait sur la productivité des petites unités de transformation. Voilà, donc à notre tour, nous allons proposer de la purée à d'autres professionnels comme nous qui va leur permettre d'être plus rentables. Et nous avons décidé d'implanter notre unité à Yamoussoukro et le marché que nous visons, ce sera de la zone centre. Notre produit va être distribué dans la zone centre. Le concentré va être distribué à Abidjan où sont essentiellement les petits transformateurs que nous voulons. Et nous, pour les jus, nous allons les distribuer dans la zone centre. Notre unité va générer 17 nouveaux emplois directs et 139 emplois indirects à travers les distributeurs et puis également les producteurs. Les producteurs, nous avons décidé de travailler avec 7 producteurs qui sont délaissés dans la chaîne d'exportation. Ils ont des manques de qualité mais qui ne répondent pas forcément aux normes qui sont imposées par les exportateurs. Et du coup, ils ont des produits qui périssent. En général, ce sont des personnes qui ont hérité des plantations. Beaucoup même ont abandonné et nous espérons redonner encore de l'espoir et du travail à ces producteurs-là. Le chiffre d'affaires que nous espérons réaliser dans notre premier exercice, c'est 129 120 000 francs. Nous espérons faire réaliser notre marge bénéficiaire sur les 2 produits. Nous l'avons majoré à environ 37% de marge bénéficiaire. Donc en gros, voilà ce à quoi nous aspirons. Nous voulons jouer notre part dans ce gros gaspillage de matières premières qui existe. On a la chance d'avoir la mangue en quantité industrielle. À part l'exploitation à l'exportation, nous n'arrivons pas à profiter alors que c'est une grande richesse. Donc vraiment la transformation, c'est ce que nous nous sommes donnés à cœur. Et vous voulez investir dans quoi? On veut investir dans les équipements. Très bien. Vous voulez passer de 15 millions de chiffre d'affaires à 120 millions de chiffre d'affaires. Oui. C'est presque, c'est 8 fois. Oui. Waouh. Oui, comment on fait ça? C'est possible pour nous. Comme je vous l'ai dit, on a eu des demandes auxquelles on n'a pas pu faire face. On a même eu des bons de commande auxquels on n'a pas pu faire face. Donc, en prévision de tout cela, et même en projection et en comptant sur le travail que nous allons faire, c'est une réalité que nous pouvons atteindre. Et vous l'avez dit que la période de mangue elle est très courte, relativement courte. Ce n'est que quelques mois. Le reste de l'année, comment vous pouvez utiliser la capacité dans l'usine? Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous pouvez transformer ou est-ce que l'usine reste en arrêt? Pendant la saison, nous allons produire que le concentré. C'est clair. Voilà. Et le reste de l'année, nous allons sortir les jus. Vous avez sorti? On va produire les jus. Donc là, d'accord. Ça va tourner toute l'année. Il n'y a que la mangue dans l'usine. Il n'y a pas autre chose qui passe par l'usine. On a la mangue avec certaines saveurs. On a la mangue nature. On a la mangue avec certaines saveurs, mais c'est juste de petits intrants. Ce n'est pas très signifiant. Et le coût? On est à 50 millions seulement pour les équipements. Seulement pour les équipements. Mais vos besoins réels? Nos besoins sont à 97 millions. Une partie pour la matière première et pour le marketing. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. C'est Pierre Boli. Je suis fils d'agriculteur. Mes parents sont des agriculteurs maraîchers. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur grâce à cette culture. Et lorsque j'ai fini, j'ai créé Eden Commodities, une entreprise qui est spécialisée dans le coaching des groupements, producteurs de tomates. Et nous avons encadré ces groupements. Les groupements sont un peu répartis dans les villes de l'intérieur, puisque nous-mêmes sommes installés à l'intérieur, à Boisflé, qui est une ville qui est à cheval entre le nord et l'ouest, où il y a des grandes zones de production de tomates.
Et après cela, on a constaté que la production de ces agriculteurs ont augmenté. Ils ont eu de bons rendements, mais ils avaient confrontés à un autre problème. C'était la vente. Et il y avait assez de pourriture de récolte. Et on a mis en place en 2020 les saveurs du terroir, une unité artisanale de transformation de la tomate sortie des champs des agriculteurs locaux. Et en 2020, nous avons transformé 600 tonnes l'année avec un chiffre d'affaires de 30 millions. Notre segment de marché, on a choisi les marchés locaux et les marchés communaux. C'est-à-dire, on fait de la proximité, nous sommes à l'intérieur et ces gens de marché sont négligés par les grandes firmes. Et au niveau des marchés communaux, il y a des jours de marché où nous partons pour la vente avec nos commerciaux en faisant une promotion. Et au niveau des marchés locaux, ça ce sont des marchés au niveau des villages où il y a au moins 5 ou 6 villages qui ont un seul jour de marché. Et tous les jours de marché, du lundi au dimanche, il y a des jours de marché. Et c'est là que nous sommes positionnés pour mieux vendre. Nous avons une unité, notre unité a une capacité de transformation de 5 tonnes actuellement, 5 tonnes dans le mois. Nous demandons un investissement de 108 millions, réparti comme suite, 60 millions pour les investissements. Les investissements vont prendre en compte les chaînes de machines et aussi l'agrandissement de notre unité de transformation. Nous disposons déjà, l'entreprise dispose déjà d'un terrain de 600 mètres carrés. Pourquoi investir dans notre unité de transformation? Investir dans notre unité de transformation va apporter des impacts très considérables. C'est des centaines d'agriculteurs locaux qui auront une vie qui va changer. C'est freiner les zones rurales, puisqu'il y aura de l'emploi qui sera créé. Les jeunes ne vont plus venir en ville et on va freiner les zones rurales. Et c'est aussi réduire les pertes post-récolte, la mévente des produits locaux. Comme je l'ai dit, dans la chaîne de valeur, les grandes firmes n'utilisent pas les tomates de nos producteurs locaux. Et là, en tant qu'agriculteur, et c'est la tomate et moi, nous avons une histoire commune. Donc c'est pourquoi notre transformation va se baser uniquement sur les tomates locaux. Je vous remercie. Et ça donne quoi comme chiffre d'affaires en termes? 30 millions pour la première année. On a transformé en tout dans l'année 60 tonnes. Combien Notre objectif de la première année, c'est de transformer 250 tonnes avec un chiffre d'affaires de 127 millions. Et lorsqu'on va gagner en autorité au niveau des marchés, ça va passer au double. Puisque la ligne de machines que nous voulons avoir, c'est semi-industriel. Et c'est une ligne de machines qui est composée de... D'abord, la première étape, c'est comme on appelle l'arrivée des tomates au niveau du champ. Deuxième étape, on a l'étape de lavage, triage, broyage. Troisième étape, on a l'étape de, comme on appelle, la stérilisation. Après, on passe à l'étape d'embouteillage et étiquetage et on a notre produit. Donc ce n'est pas lié à la capacité totale de la machine, c'est juste vous, par rapport à vos capacités de vendre sur les marchés que vous couvrez, où vous estimez que vous pouvez aller jusqu'à 250 tonnes la première année. La première année. Mais est-ce que donc avec ces mêmes... Donc comme elle a dit, vous avez les 100 millions. Donc vous investissez dans cette nouvelle ligne de production. Première année, 250 tonnes. L'année suivante, avec la même ligne, vous pouvez doubler la capacité. D'accord. On va aller de façon progressive afin d'aller sûrement, voilà, pour pouvoir mieux vraiment fructifier l'investissement que nous allons avoir. Combien d'emplois vous créez? La première année, 25 emplois directs et des centaines d'emplois indirects pendant les périodes d'approvisionnement dans les champs. On va employer plus de femmes, puisque au niveau du lavage et autres, c'est les femmes. Au niveau de l'étiquetage, c'est les femmes. Et en milieu rural, pour lutter contre le genre, nous voulons impliquer plus. Lutter contre le genre. C'est que c'est pour... non. Faire la promotion du... Pour faire la promotion du genre. Donc nous allons plus impliquer les femmes dans notre unité de... Voilà. Vous avez un impact. Un impact, voilà. D'accord, ok. Aujourd'hui, je suis contente
La dernière fois, vous étiez tellement triste. Aujourd'hui, vous ne faites que sourire. C'est un plaisir. Merci. Vous avez un beau sourire en plus. C'est vrai. Non, c'est bien. Vous avez demandé 108 millions. Est-ce que si l'investisseur décide de vous remettre donc 40 millions, cela vous permet de travailler? Parce que vous avez parlé de commencer avec 25 tonnes, ensuite 50, mais en réalité, c'est la même machine qui est capable de vous faire produire 250 tonnes qui vous fait produire 25 tonnes. Donc, est-ce qu'en réalité, c'est 40 millions dont vous avez besoin ou est-ce que vous avez quand même de tout l'argent pour mettre en place cette ligne de production? Nous pouvons partir avec la moitié. Oui, avec 54 millions. Ça peut nous permettre d'avoir la capacité de 25 tonnes pour pouvoir travailler sur un certain nombre d'années. Et avec les bénéfices, on peut autofinancer ou bien soit après, le reste du financement arrive. Bon, j'avoue que je suis un peu confus. Moi aussi, du coup. Les 25 tonnes, je suppose que c'est 25 tonnes mois, c'est ça? 25 tonnes mois. 25 tonnes mois, oui. Même si on dit sur 10 mois, ça fait 250 tonnes. 250 tonnes, c'est exactement ce que vous avez évoqué tout à l'heure comme chiffre. Donc, finalement, c'est quoi la différence? C'est ça. Parce que est-ce que la machine, elle est différente? C'est la même machine? Est-ce que... Parce que sinon, dans la façon dont vous êtes en train de présenter la chose, parce que vous avez dit exactement la même chose, hein, c'est toujours les 250 tonnes, mais comme il dit, dans la façon dont vous présentez, est-ce que donc, il y a une première machine que vous allez acheter, ensuite, vous allez acheter une deuxième machine? Non. Ah ben. C'est des modules qu'on rajoute? C'est des modules qu'on rajoute Donc, pour pouvoir augmenter. Coûte moitié prix que... Maintenant, quand on rajoute les modules supplémentaires, on peut passer à 500. Non, ça ne coûte pas moitié prix parce qu'il avait dit en réalité qu'il avait besoin de 64 millions pour l'usine. Pour pouvoir arriver à 250 tonnes. Pour l'usine, c'est 30 millions. 32 millions. Oui, 32 millions. C'est 64, c'est 32 millions. Donc avec 32 millions, vous pouvez commencer la production. La production. Voilà, c'est ça. Mais ça ne gère pas votre fonds de roulement. Non, non, ça c'est que l'équipement. L'équipement, donc au lieu de 75 millions, 32. Bon, je suis un peu confuse, mais bon, ok, d'accord. Les chiffres. Okay. Anyway, on est sorti de l'émotion, donc c'est déjà un peu mieux que... Ouais. Voilà, on a essayé. C'est vrai. Très bien. Bravo pour l'évolution. Par contre, au moins en tant que financier, j'ai encore un petit problème, c'est la taille de l'entreprise aujourd'hui, vous deux, et la taille de l'investissement qui est nécessaire tout de suite. C'est un peu démesuré. Et donc, c'est pour ça toujours la question, est-ce qu'on peut commencer plus petit? C'est un peu difficile avec un chiffre d'affaires que vous avez aujourd'hui, demander un financement qui est 5 fois, 8 fois, 10 fois plus grand que les chiffres d'affaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non, alors, il y a tellement de versions du ski. Alors, qui est le meilleur de deux? Moi, j'ai trouvé Aïcha. Aïcha. Aïcha était, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus articulée. Oui, c'est ça. Déjà, donc, dans le ton et dans l'équilibre, on a vraiment senti une amélioration. Pour ne rien vous cacher, c'est la première fois que je comprends son projet. Mais avec quelques éléments chiffrés. C'est-à-dire que bon, enfin, on commençait à avoir des choses un peu cohérentes. Donc, j'avoue que je lui donnerai un petit avantage. Mais aussi, je penche vers Aïcha. Super. Bon, mais très bien. Vous avez écouté Aïcha et Pierre et vous avez débriefé. Nous allons à présent les appeler ou les rappeler devant les membres du jury et notre business angel pour leur dire qui a été le meilleur des deux. Aïcha et Pierre. C'est l'heure du verdict final pour Aïcha et Pierre qui reviennent tout timides. Déjà, merci pour vos présentations et pour la progression, mais surtout plus de précision par rapport à vos projets, plus de clarté de part et d'autre. Donc pour ce duel, Aïcha, nous avons à l'unanimité apprécié ta présentation, donc nous te désignons gagnante du duel. Aïcha est victorieuse de ce duel, mais ce résultat ne détermine pas le résultat final. Ils sont encore tous sur la sélection. Pierre s'est déjà vu en train de pleurer encore. Pas de larmes, c'est juste ce duel-là, et puis c'est à la fin que nous allons délibérer. Voilà, merci Aïcha, merci Pierre, et bravo pour la progression. Ouais. Vous voyez que des fois on est sympa, des fois je suis sympa. Il y a des jours où je suis gentil.
Merci à vous aussi. Merci. Merci. Pour vos retours, vos inputs, la pression que vous nous mettiez, c'est surtout grâce à ça qu'on a pu progresser. Ça avait tout son sens. Merci. En tout cas, Place Merci au beaucoup. deuxième Merci. duel que va nous annoncer notre très cher Eric. Quatrième épreuve, le duel se poursuit avec à présent Farid Ouattara et Abdelaziz que nous accueillons. Qui, de Aziz ou de Farid, réussira à se démarquer? Bonjour. 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 C'est où? Bonjour Farid, bonjour Abdelaziz. Bonjour, je suis Abdelaziz Touré, anciennement directeur artistique et photographe professionnel. J'ai eu la chance d'être en agence pendant de longues années où j'ai là-bas découvert une problématique qui se posait sur toutes les marques qui voulaient venir sur des marchés, entrer sur un marché et spécifiquement le marché africain. Donc pour pouvoir entrer, il faut bien communiquer, avoir son identité qui est proche de la cible africaine. Et à ce moment, les agences qui devaient, elles, créer ces communications avaient un besoin, c'est d'avoir des images africaines qui retranscrivent la réalité que ce client veut bien montrer. Et pour nous, à ce moment, la difficulté était de les trouver parce que très peu d'images disponibles en ligne sur les plateformes pour pouvoir y accéder. Et avec en plus le Covid et la restriction budgétaire sur les communications, c'est devenu au-delà du besoin une vraie nécessité même pour ces agences-là de pouvoir acheter rapidement des images à un coût beaucoup plus intéressant. Et à ce moment, on s'est dit effectivement, de notre point de vue, qu'il fallait pouvoir mettre en place une plateforme qui s'appelle Mimipixel qu'on a créée, qui est une banque d'images africaine professionnelle qui propose des images qualitatives pour aider les agences à être plus performantes en termes de prix, de gain de prix et plus performantes en termes de gain de temps aussi. Sur cette plateforme, effectivement, un des points clés était de pouvoir avoir à disposition une très grande quantité d'images en permanence. Et pour nous, le challenge était de réunir plus de 70 jeunes, ce qu'on a réussi à faire pour la première phase du projet qui doit nous emmener à produire plus de 100 000 images pour les mettre à disposition. Cette phase-là, cette phase projet se fait en deux parties, les deux parties sur 12 mois qui vont faire 106 millions de budget, une première partie à 56 millions donc sur 6 mois, qui vont permettre effectivement de pouvoir proposer à ce marché-là qui dépense déjà en moyenne plus de 1,5 million par an en achat d'images en ligne, qui est composé, et ce marché bien sûr de toutes les agences, composé de 25 000 agences sur la zone Afrique et Europe de l'Ouest. On va aller chercher 1% déjà pour la première année, autour de 250 agences que nous savons pouvoir attaquer vraiment de people à people, vraiment dans une stratégie terrain ou avec un roadshow vraiment intense pour pouvoir atteindre ces chiffres-là. Ce que ça va pouvoir générer, c'est générer au minimum 167 millions de chiffres d'affaires. Je dis au minimum parce qu'on compte vendre 100 abonnements de 900 000 francs par an et 30 abonnements de 2,4 millions par an. Et on espère que vous allez nous rejoindre parce qu'on sait que vous faites confiance en la jeunesse et en leur force de pouvoir créer. Ok. Et donc les 55 millions qui vont dans la production d'images, c'est payer les gens qui vont prendre des photos. Voilà, c'est ça. Payer toutes les équipes. Il n'y a pas que ceux qui prennent les photos. Comme vous le voyez ici, c'est toutes des équipes de tournage, des assistants lumière, des maquilleuses, des habilleurs et tout ça. Et aussi, bien sûr, les acteurs. Des fois qu'on utilise, parce qu'on utilise deux types, des acteurs que nous on a et des personnes lambda, de vraies personnes qui sont dans leur vrai rôle qu'on engage à pouvoir montrer ce que l'Afrique a de meilleur. Par contre, j'avais juste un petit problème dans les chiffres, c'est que vous disiez, vous utilisez 70 jeunes pour produire 1 million d'images. Chacun va produire 100 000 images, pardon. Chacun va produire 1400 images. C'est ça en fait. Enfin... Une journée de production fait 1500 images pour une personne. Ah, une seule journée de production. D'accord. Comment ça se passe? Juste par curiosité. Voilà. Donc c'est pas les réalistes. Oui, ici. En général, ce qu'on définit, on définit des scènes sur un parcours. On peut dire, on passe au marché. Aujourd'hui, on va travailler sur les femmes qui sont au marché, qui vendent, par exemple. Donc, on a 20 étalages ou 30 étalages qu'on doit prendre, des magasins, des choses comme ça. Donc, on met en scène et on a un parcours comme un peu dans un tournage. Donc, on a un parcours qu'on fait avec plusieurs situations sur la personne et plusieurs acteurs dans la scène. Et donc, ça décuplé, justement, 70 jeunes qui le font
en simultané sur différents endroits. On dépasse en réalité 100 000 images, je suis gentil. Et comment gérer la partie légale de propriété d'images et les gens qui sont sur les images, comment vous les rémunérez ou comment vous vous assurez que vous n'êtes pas attaqué par la suite parce que vous avez volé l'image? Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui est très pertinent et très important pour nous. On se fait accompagner par un cabinet international sur le sujet, dont un cabinet d'avocats qui concocte tous les contrats d'image. En interface entre nous aussi, la société, on a des agences de casting qui ont, elles, déjà un premier contrat, nous un deuxième contrat avec ces agences et un troisième contrat avec la personne qui fait le figurant dessus. Et donc, sur ça, on a vraiment planché sur le sujet pour pouvoir ne pas être exposé à d'éventuelles attaques. Et les gens ont marché? Comment? Oui. C'était la question que j'allais poser. Oui. Vous mettez des acteurs? Oui. Comme je dis, il y a deux types de personnes. Il y a les acteurs qui sont avec nous et qui connaissent le métier. Et il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Comme la mémé que j'aime bien citer souvent dans des exemples, qui me dit souvent, ah mon fils, faut pas nous oublier, hein, ton truc qu'on a fait la dernière fois, ça a lavé mon visage au funérailles là, parce que on lui a remis une somme. C'est pas énorme, mais c'est récurrent. C'est ça l'idée. L'idée, c'est la récurrence. On est payé. Voilà, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Avec ces personnes-là On aussi. signe des contrats entièrement. C'est pas gratuit, Impossible de publier une image sans contrat. Plusieurs banques d'images se sont fait attaquer sur le sujet parce qu'elles prenaient des images ailleurs. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Et vous? Bonjour monsieur, bonjour cher jury, je suis Farid Ouattara, fondateur de FacoDrop, la première application de livraison made in Côte d'Ivoire, mais aussi le premier service de livraison écologique ivoirien à travers l'utilisation de nos motos électriques. Nous sommes spécialisés dans la livraison de nourriture, de produits de supermarché, de marchés traditionnels, mais aussi de produits pharmaceutiques et de livraison personnalisée. Nous intervenons sur le marché de la livraison urbaine abidjanaise, qui est un marché très concurrentiel, avec la présence de nombreux acteurs, dont 3 grands principaux qui sont des multinationales qui se partagent à L3 plus de 75% des parts de ce marché-là. Mais c'est un marché à fort potentiel, avec une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. Et l'opportunité ici, c'est qu'un client sur 2 de ces 3 grandes multinationales se trouve insatisfait par la qualité de service. Donc il y a un manque à venir combler. Donc nous, en tant que nouvel entrant, et de par notre petite taille, nous avons décidé d'agir stratégiquement. Cet énorme marché qui est Abidjan, nous avons décidé d'abord de le segmenter en différentes zones. Donc pour notre début, nous avons commencé à nous focaliser pour commencer sur la commune de Cocody, en ciblant plus particulièrement les personnes âgées de 15 à 45 ans, représentant la population active et les personnes généralement connectées, vu que c'est une application mobile, et qui représente environ 480 000 habitants. Cela allié à notre stratégie marketing au niveau du produit qui offre une multitude d'offres de livraison par rapport à nos concurrents. Donc il y a la diversité, mais aussi comme Faco Pharmacie, dont la livraison de produits pharmaceutiques, nous sommes les seuls à faire à Abidjan et même en Côte d'Ivoire. Et aussi au niveau de la promesse de livraison. Chez nous, c'est une promesse de livraison de 30 minutes maximum, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite et quand on fait appel à un service de livraison, c'est pour gagner en temps. Au niveau du prix, nous avons des prix très concurrentiels par rapport à nos concurrents, allant sur la commune de Cocody de frais de 1000 francs à 1500, qui font que sur les longues distances, nous sommes plus compétitifs qu'eux. Ces actions de communication ont 2 objectifs. Faire connaître la marque, ce qui passe par l'utilisation de prescripteurs comme les influenceurs sur les réseaux sociaux ou l'utilisation de passages médias ou encore des jeux concours sur les réseaux sociaux. Plus principalement, vu qu'on est une application digitale, on se met plutôt sur les réseaux sociaux. Mais aussi de pousser à l'acte d'achat. Et comment on fait ça? En utilisant des services freemium, des stratégies freemium, par exemple comme moins 30% lors de la première livraison, ou encore des jeux concours pour savoir, par exemple, à tel nombre de livraisons, vous gagnez tel lot. Ce qui marche très bien et qui nous a permis en presque 3 mois d'activité d'avoir plus de 5800 commandes qui font environ 7 millions de chiffre d'affaires, d'être la deuxième application la plus téléchargée de livraison dans la commune de Cocody, malgré toute cette concurrence qui est très forte, et aussi d'avoir plus de 4000 utilisateurs sur notre application et 120 partenaires disponibles sur cette marketplace-là. Au niveau de la distribution, nous sommes disponibles sur App Store et Google Play Store. Donc aujourd'hui, nous avons vu que c'était possible de concurrencer et d'avoir une place sur ce secteur qui est très concurrentiel. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour une demande de financement de 100 millions de francs CFA, mais aussi en tant que business angel de demander votre soutien et votre accompagnement et vos observations et conseils. Ces 100 millions seront repartis de telle sorte. Nous allons les utiliser pour renforcer notre flotte de motos électriques
qui va nous permettre de couvrir encore plus, un peu plus et renforcer notre maillage dans la commune de Cocody et qui va nous permettre aussi de viser une expansion commune par commune et de répéter en fonction des réalités aussi de chaque commune l'exemple de Cocody. Et après aussi aller faire une expansion nationale, aller dans les plus grandes villes de Côte d'Ivoire, ce qui va permettre aussi de créer des emplois locaux avec de la population locale. Ensuite, ça va nous permettre aussi, vu que c'est une application, de pouvoir gérer les coûts de maintenance parce qu'il faut faire des mises à jour récentes. Et aussi, ça va nous permettre aussi de créer aussi un site internet marchand. Parce qu'en plus de l'application mobile, certaines personnes ont du mal à télécharger ces applications par manque d'espace sur leur téléphone ou par manque de téléphone. Donc, via un ordinateur et sur le site internet marchand, vous allez pouvoir directement utiliser l'application. Donc, voilà à quoi va nous servir ces 100 millions de francs. Nous comptons les rembourser sur une période de 60 mois avec un retour sur investissement de 4%, ce qui fait au total 104 millions. Ce que vous pouvez voir à travers, qui est corroboré à travers nos comptes de résultats prévisionnels sur les 60 mois dits, avec nos objectifs de vente qui sont de passer de 28 000 commandes en 2023 à 170 000 commandes en 2027, ce qui va nous faire un chiffre d'affaires d'environ 212 millions et qui comprend aussi les remboursements de ces 100 millions. Donc ici, vous avez un projet qui vous garantit de vous rembourser et en plus avec un retour d'investissement, mais aussi qui vous apporte un impact, qui vous apporte la possibilité d'avoir un impact sur toute la population ivoirienne et dans tous les aspects. Donc aujourd'hui, vous avez un projet qui est rentable, qui vous offre un retour sur investissement et qui vous permet d'avoir un impact à court, moyen et long terme sur notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Très bien. Les 4%, c'est le taux d'intérêt du prêt ou les 4%, c'est le retour sur investissement? Juste pour qu'on soit clair. Quand vous avez dit 4%, c'était quoi exactement? Non, c'est le taux d'intérêt plutôt. Voilà, il y a une différence entre les deux. C'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce que quand vous parlez à un investisseur et que vous parlez de retour sur investissement, on parle d'autre chose. Ça, c'est pas intéressant. On parle de ce que le projet, quand on fait la valeur actuelle nette des flux futurs ramenés à aujourd'hui, voilà le taux équivalent qu'il va donner pour l'investissement qu'il fait aujourd'hui. D'accord? Alors que quand vous parlez du taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt du prêt. C'est celui-là que vous allez rembourser annuellement. Donc ça ne nous dit pas la même chose. Ok? Parce que le taux d'obligation d'État, il est plus haut qu'à 4%. Donc, vous voyez, là, et c'est sûr, c'est super. Mais la concurrence, elle est rude dans ce segment. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent et qui travaillent pas toujours avec une éthique qui serait la vôtre. Donc, ils ont des coûts qui sont moindres que vous. Ça, il y a dans le e-commerce, ici, il y avait deux grands problèmes. C'est le paiement. Donc, comment, parce que vous arrivez avec un produit à la porte de quelqu'un et il dit, ah, je veux plus. Je veux plus, j'ai changé mon avis, c'est parce que j'ai commandé, je veux payer. C'est clair. Et donc, il paye pas la course et il paye pas les produits. Grand problème. Et l'autre, c'est la dernière mille, donc le dernier morceau. Donc, les gens, ils vous disent, ah, c'est à côté de la pharmacie X. Et, mais à partir de là, très souvent, vous mettez 15-20 minutes à chercher dans les quartiers. Parce que oui, c'est non, c'est le portail blanc juste à côté. La vendeuse d'Aloco. Exactement, ouais. Et la vendeuse d'Aloco, elle n'est pas là. Ce jour-là, on est mort. Elle n'est pas là ce jour-là. Et le portail blanc, il y en a 50. Et donc, c'est un grand problème. En fait, un problème d'efficacité. À la fin, vous allez probablement trouver, mais il n'y a pas l'efficacité dans la livraison. Comment vous solutionnez ça? Alors, on travaille, on est partenaire avec Google Maps et la localisation d'Apple. Donc, on a une localisation très précise. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. En fait, aujourd'hui, comme j'ai l'avantage d'avoir aussi une agence que tu connais, en fait, il y a tellement de... Sur certaines plateformes, on télécharge tous les jours 10 photos gratuites. Oui, voilà. Ouais. Et dans tous les formats, en EPS, en AI, etc. Après, quand on va vouloir la même image dans une formule qui est peut-être un peu sympa, tu vas oui, payer on va payer, mais on paye par exemple un système de crédit. C'est plus énorme. Voilà, tu as des images aujourd'hui à 10 €. Pour même 10 € en fait, pour 3 crédits, pour un certain nombre de crédits, c'est ça. Donc, on part sur FACO?
Ouais, moi j'irai sur Faco Drop. Moi aussi. Et toi? Ouais. La chaise gagnante. Moi j'irai. Et toi? Pardon? J'irai sur Faco. Longue séance de débrief de nos jurys, de nos membres du jury à propos de Farid Ouattara et Abdelaziz qui vont revenir devant eux à présent pour entendre qui des deux est le meilleur. Et bonne chance. Bah, écoutez, tout d'abord, merci pour la présentation. Ces deux projets très solides, très bien, très bien ficelés à la fin. Il y a une vraie problématique de deux côtés, il y a une solution qui est offerte. Nous, on se pose la question sur le futur de l'image à l'africaine, dans les mondes globalisés qui demandent des images de tout. Et la nouvelle technologie qui arrive et qui peut bouleverser le monde et le business model, le modèle économique qui est derrière. C'était la grande question qu'on s'est posée et qu'on pose toujours. Et je pense que c'est ça que vous devriez travailler dans les prochains mois et dans la structuration de l'entreprise qui est néanmoins reste une belle aventure. Est-ce que le jury a penché vers vous, Faco Drop, parce que c'est un projet qui est un peu plus structuré, qui répond à une nécessité énorme à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est quelque chose où beaucoup de gens se sont cassés la tête et réfléchissent beaucoup comment solutionner cette problématique. Il y en a certains qui ont échoué, il y en a certains qui commencent à réussir. Et il y a surtout des entreprises ivoiriennes de moyenne taille qui commencent à s'établir et qui commencent à donner de très bons résultats et donner un très bon service. Donc, on a penché vers votre projet pour ces duels. Ça ne veut pas dire qu'il y en a ou l'autre qui a perdu, mais dans ces duels, c'est Faco Drop qui gagne. Merci. Bravo. Et félicitations. Bravo pour la Le duel de nos jeunes Mansa, porteurs de projets d'entreprise, se poursuit devant notre business angel et les membres du jury. Prochain duel, Marie-Danielle et Zoumana. Marie-Danielle aura-t-elle la bonne recette pour contrer Zouma? Attention, à la fin de cette épreuve, 3 entrepreneurs quitteront l'aventure. Bonjour. Daniel. À vous. Ananseko est un restaurant gastronomique et aussi une expérience culinaire et sensorielle immersive dans la street food africaine. Nous voulons revisiter la street food africaine en plat gastronomique. D'après nos recherches, nous avons constaté qu'il y a 68% de la population urbaine ivoirienne qui a un revenu intermédiaire supérieur et un revenu élevé. Et notre cible se trouve dans cette niche-là. Nous visons les personnes de 25 à 50 ans qui vivent à Abidjan, qui sont amateurs de cuisine, de gastronomie, de street food, les expatriés et les touristes. Et nous voulons aussi nous positionner dans la zone de plateau, zone 4, où nous avons constaté qu'il y a environ 22 restaurants gastronomiques qui ont un style de cuisine afro-moderne, italien, européen, américain. Donc nous pensons que notre avantage concurrentiel se trouve dans la fusion innovante, dans la créativité des plats, dans l'ambiance et le design du restaurant et aussi dans la valorisation de la cuisine ivoirienne. Aussi, nous avons un menu divisé en 2 temps, un menu découverte proposé au déjeuner et un menu dégustatif proposé au dîner et les prix partent de 25 000 francs à 50 000 francs. Nous avons pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires pour la première année avec l'ouverture du restaurant en mai de 276 millions et pour ce faire, nous avons une stratégie avant, pendant et après ouverture. Avant, c'est une campagne teasing, une campagne email, un événement éphémère, une campagne presse, des jeux concours pendant une soirée d'ouverture, une promotion d'ouverture et après des soirées découvertes, des soirées culturelles, des soirées dégustation et bien d'autres. Le financement de 100 millions nous permettra d'installer le restaurant à Ananseko. Merci. Donc le restaurant, il n'est pas... Non, il n'est pas encore installé. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore. Donc on ne peut pas goûter. Nous, on a beaucoup goûté. Hein. Elle nous a amené à chaque fois des petits trucs à grignoter. Hein. Ah,
Je prends ça personnellement. Oui, il faut le prendre. Fâche-toi, parce que nous, on a goûté plein de choses. Voilà. Écoutez, je pense que ça a manqué. Il n'y en a pas beaucoup qui les font très bien. Donc, je ne peux que vous encourager. Vous avez un local déjà? Je n'ai pas de local présentement, mais ce que je fais, c'est que je fais chef à domicile, chef privé pour des événements. Je collabore avec certains magazines où je propose des recettes de sorte à pouvoir déjà présenter ma cuisine au monde avant de me lancer dans le restaurant. D'accord. Donc lundi midi, vous pouvez me livrer au bureau? Pas de problème. D'accord. Mais comment je peux savoir que vous existez? Pas vous personnellement, votre entreprise. Comment je peux choisir ce que je vais manger lundi midi? À l'ouverture de l'entreprise, nous voulons ouvrir un site internet où les... C'est pas ça la question. Lundi midi, de la semaine qui vient, il souhaiterait commander. D'accord. Mais c'est pas encore prêt. Comment est-ce qu'il peut commander aujourd'hui, s'il veut commander, puisque vous nous avez dit que vous faites chef à domicile? D'accord. Il veut commander lundi. Où est le menu? Comment est-ce qu'il a accès? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ok. Pour le moment, je n'ai pas de... En ce qui concerne la cuisine Afro-Fusion, il n'y a pas encore de menu fixe. Il n'y a pas de menu fixe. C'est en fonction des événements qu'on a besoin de moi que je propose un menu en fonction des attentes du client. Et ce que je fais... C'est plutôt traiteur aujourd'hui? Oui, c'est plutôt traiteur aujourd'hui. Et avec les traiteurs, c'est depuis quand? C'est depuis 2021. Depuis 2021. Depuis 2021. Avec Covid, avec tout ça. Donc aujourd'hui, faites combien de chiffre d'affaires? Bon, vu qu'il n'y a pas vraiment une estimation de chiffre d'affaires, vu que ce n'est pas très régulier, c'est ces dernières années, avec les concours, que j'ai pu atteindre assez de visibilité. Donc j'espère qu'avec ma collaboration avec des magazines, je pourrai avoir une large clientèle. Pouvoir bien élaborer. D'accord. Marie-Danielle, pardon. Vas-y, parce que vous voulez... quelque chose. Donc, vous dites que vous êtes autour de zéro aujourd'hui, il n'y a pas un énorme chiffre d'affaires, mais cette année, vous voulez quand même faire 276 millions de chiffre d'affaires. Comment vous allez faire ça? 276 millions de chiffre d'affaires. Je vous dis à partir de mai. C'est mai 2024, il faut le préciser, parce que sinon... Oui, parce que Ah, vous n'avez pardon. pas précisé. Ah, voilà, sinon, il faut bien préciser que c'est mai 2024. Lui, il ne vous connaît pas. Oui, c'est vrai, excusez-moi. L'ouverture en mai 2024. Avant l'ouverture en mai 2024, nous prévoyons faire une stratégie de teasing et un événement éphémère. L'événement éphémère, nous allons essayer de contacter les personnes cibles, des influenceurs, des personnes en tout cas qui rentrent dans notre niche, de sorte à pouvoir les préparer à l'ouverture du restaurant et ça va nous créer une large visibilité. Et aussi une campagne email. Vu que nous allons sélectionner certaines personnes qui correspondent à notre cible, leur envoyer des emails teasing pour leur préparer à l'ouverture du restaurant. Et à partir de mai, pour une moyenne de 180 couverts par mois, que ce soit pour le déjeuner, le dîner, nous pouvons arriver à faire ce chiffre d'affaires-là. Très bien. Mais aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, je suis chef pour un blog culinaire. En plus de ça, je fais le chef à domicile, chef privé, mais je suis présentement chef de cuisine pour le blog culinaire, pour un blog culinaire Ivorian Food. D'accord. Et donc la cuisine, elle est où? Chez vous à la maison? Si vous livrez des plats, des événements que vous avez dit, vous préparez où aujourd'hui? J'ai une cuisine chez moi à la maison. Ma cuisine est assez grande. C'est là que je prépare avec mon équipe. D'accord. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire chef pour un blog culinaire. Excuse-moi, je sais qu'on est chef dans un restaurant. Je veux comprendre ça veut dire quoi, chef pour un blog culinaire. Excuse-moi, je ne comprends pas. Le blog culinaire, on a une équipe. On a la patronne qu'on n'est pas grand-chose en cuisine et elle m'a engagée en tant que chef. C'est moi qui élabore, c'est moi qui réalise les recettes qu'on propose pour le blog culinaire, qu'on propose pour les différentes marques avec lesquelles on travaille. Attention, ça, c'est pas le chef. Hein. Je comprends pas. Chef, c'est être chef d'une brigade. C'est ça, je comprends. C'est ça qu'on appelle un chef. Pour moi, c'est pas chef. D'accord, on est chef d'une brigade. Pas on peut aller à l'école pour ça, on peut apprendre sur le tas, mais on est d'abord chef d'une brigade de cuisine avant de pouvoir se déclarer chef. Et les grands problèmes à Abidjan, pardon. Avec les noms, les mots, non, coach, chef. Il y a beaucoup de chefs, tout le monde sait quoi chef, mais il n'y a pas de cuisinier. Tout le monde fait la même chose. Moi bien, plutôt bien, mais il faut vraiment rentrer dans la qualité, il faut rentrer dans le détail, il faut vraiment bien faire pour bien réussir. Parce que sinon, on fait comme les autres. On fait un peu, on copie, on bricole. Et
j'ai du mal à imaginer le 276 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ce qui n'est rien contre vous. C'est pour pouvoir le faire, il faut vraiment être dans la qualité, il faut vraiment être dans la cuisine. C'est pour ça que j'ai demandé, elle est où la cuisine? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent chefs, mais ils n'ont même pas de cuisine. Ils connaissent pas le métier. Et le métier, il est beau. Moi, c'est Dosso Zoumana, promoteur de Ecoland. Ecoland est une unité de recyclage et de gestion des pneus usagés. On assiste aujourd'hui dans toutes nos rues que les pneus sont déversés partout. Le phénomène de l'urbanisation a créé la prolifération de tout ce qui est déchets pneumatiques. Aujourd'hui, les pneus sont maltraités. Les pneus sont spécialement traités dans l'incinérage. Les pneus sont brûlés à tous les carrefours. Aujourd'hui, Ecoland arrive en fait de traiter ces pneus. La valorisation apportée par Ecoland est de broyer ces pneus en des petites particules de 15 à 30 mm. Ce broyage est utilisé en cimenterie comme combustible. Alors nous, de ce fait, nous avons vu les cimenteries qui sont intéressés par notre projet. Ils nous ont déjà dit, ils ont déjà fait une offre comme quoi pour 500 000 tonnes de production, il faut 75 000 tonnes de broyage de pneus. Donc de ce fait, nous avons vu aussi les fournisseurs, parce que c'est les vendeurs de pneus, les vulgarisateurs. Eux aussi, ils sont intéressés par notre projet parce qu'ils ont un gros problème. Comment gérer les déchets pneumatiques? Donc de ce fait, Ecoland est en quelque sorte un intermédiaire. Ecoland collecte les pneus chez les vulgarisateurs, broie, ensuite vend ça aux cimenteries. Voilà. Donc avec les cimenteries, après les échanges, nous sommes tombés d'accord sur un tarif de 40 000 francs la tonne avec les cimenteries. Donc pour ce fait, nous sommes tombés d'accord sur un montant de 40 000 francs avec les cimenteries. Pour notre première année d'exercice, nous comptons produire 832 tonnes de broyat. Ces 832 tonnes vont nous faire exactement 33 280 000 francs. Pour notre besoin de financement, nous avons besoin de 37 397 000 francs. Ces 37 397 000 francs vont nous permettre d'acheter de l'équipement pour pouvoir traiter les pneus. Une partie aussi va nous permettre pour notre fonds de roulement de la première année. D'accord. Mais aujourd'hui, vous avez une production déjà? Non, actuellement, on n'a pas de production. Donc c'est un projet aussi? Oui, c'est un projet aussi. C'est un projet. Ok. Et l'équipement, ça coûte combien? L'équipement, tout l'équipement coûte 18 millions. 18 millions. Tout l'équipement coûte 19 227 000 francs. Ça s'achète en Chine. Donc c'est 19 millions avec le transport? Oui, avec le transport, avec le transit, tout ça. Il n'y a pas de solution locale qui existe sur cet équipement? Non, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de solution locale. Non, il n'y a pas. Ça vient de Chine, d'Inde, de la Turquie. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les cimenteries qui vous garantissent des futurs bons de commande ont déjà la capacité de produire leur propre broyat. Donc pourquoi ils prendraient quelque part d'autre? Parce qu'ils disent que le fait de la collecte jusqu'au broyage, c'est vraiment une perte de temps pour eux. C'est un métier qui n'est pas leur métier. Voilà, c'est un métier qui n'est pas leur métier, ce n'est pas destiné. Donc eux, si vraiment on est en entreprise, ils sont prêts à travailler avec nous. Si on est constitué, s'ils sont sûrs qu'on va leur produire des broyats de bonne qualité, ils vont travailler avec nous. Ainsi, ça va leur permettre beaucoup de temps d'être encore plus productifs parce qu'ils vont se concentrer à la production du ciment. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est des startups. Là, on est vraiment... C'est l'idéation. Non, mais tu sais que finalement, dans les 6, on a 3 startups. En réalité, oui. En réalité. C'est incroyable comment cet exercice-là a permis de voir tout de suite. Par contre, ce que j'aime bien dans son projet, lui, c'est l'impact qu'il a sur l'environnement. L'investissement est tellement faible que, franchement, si quelqu'un voulait le faire, il allait le faire depuis longtemps. Pertinent économiquement. Depuis Abidjan, là. Il y a longtemps que quelqu'un allait faire. Moi, je pense aussi. Non, sauf s'il n'a pas eu de bons contacts. Non, même pour 30 millions. 30 millions.
Enfin, même 30 millions. Même toute chose, 30 millions pour tous les pneus Même on peut qu'il y a faire. dans Abidjan. Si économiquement, C'était viable. ça avait du sens, il y a longtemps que quelqu'un aurait fait ce Quelqu'un truc-là avait et il aurait vérifié. gagné Il y a des 20 gens, d'argent. Exactement. Il vient juste faciliter la matière première pour la collecte. Mais il n'y a pas un Mais impact. derrière, le vrai impact environnemental, Il est pas mesurable. il est mesurable seulement au niveau des cimenteries. C'est ça. Et là, c'est ce D'accord. que tu disais. Et si on n'est pas dans une démarche intégrée, ça, c'est peanut. Ça n'apporte rien fondamentalement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle personne n'a voulu investir là-dedans. Parce que ça ne change rien fondamentalement dans le... À mon avis, il y a plus à creuser C'est ça. pour finaliser un projet comme le sien que de faire un restaurant. C'est sûr. Qui plus est, qui peut être un restaurant de niche si elle va jusqu'au bout de son. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, en termes de narratif, il n'y a rien à dire. Elle a été très très bonne dans la façon dont elle a fait son storytelling, dans la façon dont elle vend, et même dans le fait que effectivement, elle apporte une vraie innovation. Je vois que les quelques mets qu'elle nous a apportés montrent bien qu'il y a il y a vraiment de la recherche. D'accord. Il y a vraiment de la recherche, il y a une recherche, il y a de la créativité. Donc elle a au moins travaillé sur quelque chose. Ok. Est-ce que pour autant on lui donnerait 100 millions pour démarrer un restaurant? Je ne suis pas sûr. Difficile. Mais voilà, si on devait comparer les deux aujourd'hui, clairement, elle est un cran au-dessus de Ecoland. Très bien. Ok. Ah non, c'est cool. Good. Marie-Danielle et Zomanan reviennent pour avoir les avis des membres du jury. Souriez, hein, c'est pas... C'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Hein. Alors donc, félicitations à tous les deux, parce qu'on a eu de meilleures présentations par rapport aux jours précédents. Et surtout, ça nous a quand même permis de mieux comprendre les projets et de voir ce qui nous avait échappé les jours suivants, enfin les jours précédents, pardon. De comprendre que vous étiez aussi au stade de projet. Et je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est difficile pour un investisseur d'accompagner dans le cadre d'un financement un projet si vous-même vous n'êtes pas prêt à investir. Donc c'est bien que vous trouviez vous-même des voies et moyens pour au moins commencer, pour qu'on ait plus de visibilité sur le projet dans sa globalité. Après, donc, dans les présentations, je crois qu'à l'unanimité, nous avons retenu Nanseco, parce que la présentation était carrée. Dans ce duel, c'est Nanseco qui l'emporte. Voilà. Bravo, félicitations. Bravo. Bravo. Bonne continuation. Voilà, beaucoup de courage. Et on se voit tout à l'heure. Il y a deux choses. Hein. Il y a ceux qui sont venus premiers dans chacun des rounds. Donc, dans le premier round, c'était Aïcha. Dans le deuxième, c'était Farid. Dans le troisième, c'était Nanseco. Maintenant, il faut voir si ce sont ceux-là qu'on estime être les meilleurs ou pas. Donc, on va procéder par élimination. On va commencer par la fin. Je pense que dans ce duel-ci, Ecoland, à mon avis, il sort. D'accord. Bye bye. Donc, il n'y a pas de sujet. Dans le duel Faco-Nimipix, Nimipix est un peu en situation un peu délicate là. C'est clair. D'accord. Mais bon, à mon avis, il va sortir. C'est ça. Il nous reste en fait le restaurant, en gros, contre Eden Commodities. Contre eux Eden. Commodities. Parce que je pense que la mangue, Elle reste. elle reste. C'est ça. Un bon projet. Eden Commodities, la tomate, on a dit que c'était un bon projet s'il Oui. truquerait bien. Donc on a deux. On a deux. Et donc la décision, c'est entre... Dans Farid, il est bon. Farid, il est bon. Mais du coup, on a les trois. Hein. On a nos trois. En fait, on a les trois. OK. Mais c'est vrai que Eden n'était pas le premier dans le premier duel. C'était ça. C'est ça le truc. Mais son projet. En termes de... Et qui existe depuis 2017. Voilà. Je préfère de loin Eden. Je pense que c'est ça. Voilà. Je pense qu'elle a un bon projet. Un bon projet. Il faut qu'elle travaille. Il faut les construire. 3 duels, 6 entrepreneurs, 3 gagnants dans les duels, 3 places en finale. Mais est-ce que les gagnants des duels seront ceux qui iront en finale? Les membres du jury doivent décider du sort de nos candidats. Chers amis, est-ce qu'il y a une épreuve plus difficile que celle du duel à mort? Je dis oui.
c'est celle des résultats. Pour savoir qui sont les 3 qui sont qualifiés pour la finale de Jeune Mansa saison 3. On va le savoir tout de suite. Nous allons à présent appeler ceux qui sont qualifiés pour la finale. Très bien, nous avons eu un duel palpitant, mais comme dans toute compétition, il faut sélectionner ceux qui iront au prochain round. Et sur les 6, naturellement, nous en avons retenu 3. Que je vais me faire maintenant le plaisir d'appeler. Voici, mesdames et messieurs, les 3 qualifiés pour la finale de Jeune Mansa saison 3. La première que nous appelons, c'est Aïcha. Aïcha. Bravo Aïcha. Bravo Aïcha. Aïcha est qualifiée pour la finale de Jeune Mansa saison 3. Le second candidat que nous appelons, c'est Goli. Goli. On va pleurer. Goli, pardon, on va pleurer. Ne pleure pas. Et enfin le troisième. Et enfin le troisième candidat que nous appelons, c'est Farid. Farid Ouattara de Fako Drop. Je tiens tout de même à préciser que nous avons eu 6 très beaux projets. Il y a beaucoup de mérite à être arrivé à ce stade-ci. Il y a beaucoup de mérite à être arrivé à ce stade. On aura l'occasion d'entendre les 3 finalistes, rassurez-vous. Et je pense que ceux qui ne sont plus dans la villa n'ont pas démérité et doivent continuer, comme l'ont dit les autres, doivent poursuivre et doivent se dire que leur projet n'est pas abouti, mais que, pourquoi pas, peut-être que l'année prochaine, ils seront encore là. Et on espère qu'on va raconter de belles histoires d'entrepreneuriat avec ceux qui sont sortis. Merci d'avoir essayé et merci pour le plaisir que vous nous avez donné tous les 6 aujourd'hui avec vos présentations. Si je dis ça vraiment, c'est que ça vient du cœur. On va se dire quoi? Elle n'a pas l'habitude de parler si gentiment aux candidats, donc quand elle l'a dit, on va tout de même permettre aux 3 sortants de nous rejoindre ici. Sur votre ovation, s'il vous plaît. Non, c'est quoi? En palabre. Ça va serrer sa figure pour venir ici, là, de me parler. Bravo, c'est ce que vous dites. Bravo. Vous êtes arrivé aussi loin, vous étiez quand même beaucoup, vous étiez nombreux. Vous avez un projet très bon. Battez-vous pour que vos clients puissent être des investisseurs. Et bravo. On a vraiment apprécié les 6 présentations, les 6 personnages d'entrepreneurs, femmes et hommes, qui ont exposé leurs projets, leurs entreprises, leurs projets d'investissement. C'était extrêmement intéressant. À la fin, il fallait choisir 3 de 6. La décision était très difficile. Mais ce qui nous a fait pencher vers les 3 qui ont gagné, c'était la maturité de leurs entreprises. Les 3 qui n'ont pas choisi ont des bons projets et j'espère vraiment qu'ils vont continuer à les développer, qu'ils vont continuer à aller en avant et d'en faire des entreprises qui sont de prochaines unicorns de la Côte d'Ivoire. J'étais un peu déçue de ma prestation. J'avais l'impression de n'avoir pas donné mon max. Mais hormis ça, je sais qu'arriver jusque-là, avec une entreprise qui n'a pas vraiment débuté, avec juste une idée, c'est déjà un grand pas pour moi. Donc ça va. Je n'arrivais pas à placer 2-3 mots, c'était un peu facile, c'était un peu difficile pour moi. Déjà, c'était une première pour moi aussi. Donc il y avait tout ça, il y avait tous ces paramètres qui rentraient en ligne de compte. Je suis triste de devoir quitter l'aventure. Mais déjà, vu tout ce qui s'est passé, je pense que
J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup durant ce concours. Et je pars sur une bonne base. Je pars sur une bonne base. Je suis juste triste d'avoir quitté le concours, mais je pense que ce n'est pas fini. Dans l'avenir, on entendra parler de Colombe. Déjà, je remercie Live TV, je remercie aussi le concours Jeunes Mansa pour cette belle initiative. Et de ça, je remercie aussi tout ce qu'ils font pour les entrepreneurs ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que demain, je reviendrai encore plus fort. C'était une aventure intense. Intense, c'est un bon mot. Intense, pleine de surprises, des fois, pleine d'apprentissage et surtout pleine d'échanges humains très forts. Je ne m'attendais pas à rencontrer d'aussi beaux projets, d'aussi belles personnes. Ça fait tellement plaisir de savoir qu'il y a autant de jeunes Ivoiriens qui bossent sérieusement à faire de belles choses. Et ça donne juste envie de continuer. Mon favori pour la victoire finale. Affaire à suivre. Yeah. Merci. C'était dur. C'était vraiment, on a tous de bons projets. Déjà, rien que par la sélection, parmi plus de 2000 projets, être là aujourd'hui, être dans les 6 finalistes, enfin les 6 demi-finalistes, c'est quand même fort. Donc, ils sont à féliciter. Il y avait tellement de beaux projets. Après, même moi, je n'arrivais pas à faire un bon pronostic. Je n'arrivais pas à me projeter. Et puis bon. Donc, je veux dire, la bataille était vraiment rude. Donc, se retrouver à ce niveau, c'est un soulagement, une satisfaction. Je me sens vraiment heureux d'atteindre la phase finale. Et je pense que cette finale, je dois la remporter pour la mémoire de ma mère, puisque la première édition, j'ai dû abandonner compte tenu de la santé de ma maman. Donc j'ai ce challenge de remporter cette finale pour que de là où maman est, elle sache que je n'ai pas abandonné et je continue. Je porte un projet de toute une région, la Maraoué, et je dédie cette finale au REMA, au réseau des entrepreneurs de la Maraoué dont je suis le président, et aussi à ma femme et puis à mes enfants. Voilà, à ce stade, on ne pense plus. On doit gagner. C'est juste ça. Je pense que je viens de façon confiante pour pouvoir envoyer, remporter cette finale pour aller à l'intérieur parce que l'intérieur a aussi besoin de ces projets. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en manque d'emploi. C'est ce qui occasionne souvent les zones rurales. Les jeunes quittent les villes de l'intérieur pour venir dans les grandes villes comme Abidjan, Yamoussoukro et autres. Et s'il y a des projets qui peuvent vraiment leur donner de l'emploi, je pense que ces jeunes vont rester là et développer, comme on appelle, participer au développement de ces régions, de ces villes de l'intérieur. On va se dire à très bientôt pour le dénouement. Le dénouement, c'est la finale et des 3, un seul sera le Jeunes Mansa, saison 3. À très bientôt. Il y a longtemps en Afrique, régnait l'homme le plus riche de tous les temps, Mansa Moussa, le roi des rois. Mon peuple, une bien triste vision m'est apparue. J'ai vu notre grand empire s'éteindre et disparaître. J'ai tout vu des épreuves terribles que notre continent allait devoir surmonter. Mais ne perdez pas espoir, car j'ai aussi vu nos fils et nos filles se relever. Oui, je les ai vus redevenir maîtres de leur destin. J'ai vu notre potentiel grandir et grandir. J'ai vu les yeux du monde se tourner vers nous. J'ai vu de grands penseurs, hommes et femmes, travailler main dans la main pour redonner à ce continent toute sa grandeur. Alors oui, réjouissez-vous, car le jour viendra où ce symbole s'élèvera dans les airs. Et ce jour-là sonnera le grand retour des Mansa. Mansa Bank, forgé par nos racines, tourné vers l'avenir.